On est là pour parler de sobriété et de juste distance à la machine. Alors voilà, la sobriété de visage. Peut-être ce soir, on va travailler sur ce qui se cache derrière ces deux visages. Peut-être ce sont deux choses finalement communes. Il y a d'un côté toutes les addictions numériques, une forme de pollution mentale, on pourrait dire, que prennent voilà, la surabondance des outils. Alors déjà dans le numérique, bien sûr, on n'a pas attendu les algorithmes, mais plus encore, on le sait avec les algorithmes, qui sont des machines à capter l'attention et finalement à vous enfermer au-delà de ce que vous choisirez peut-être tout seul et sur des contenus qui ne sont pas forcément ceux que vous avez choisis. Donc voilà, un premier thème, c'est finalement ce risque et cette sobriété, on dira, anthropologique. Et puis la deuxième facette, c'est la sobriété qu'on pourrait dire plutôt écologique. Donc en quoi est-ce que ces outils qui semblent être dématérialisés, en fait, ne sont pas du tout dématérialisés. Derrière, il y a des chaînes avec des métaux rares, dans certains cas du travail des enfants, dans des mines, et toutes sortes d'impacts. Voilà. Et donc, il y a aussi, bien sûr, là, une question. Et est-ce que, finalement, en renversant la donne, ces outils numériques peuvent, au-delà parfois ces gouffres de pollution, devenir des solutions pour le climat. Voilà. Donc, on va travailler vraiment sur ces deux facettes-là de la sobriété et peut-être en descendant un peu plus en profondeur, les points de jonction anthropologiques, économiques et peut-être spirituels entre ces deux facettes d'une juste distance à l'outil numérique. Alors, vous êtes là pour travailler. Il n'y a pas simplement les gens de la table ronde qui vont parler, le public aussi. Donc, je vais vous faire un deuxième exercice tout de suite. Alors, je vais vous demander dans la salle qui a déjà décidé un moment de sa vie ou un lieu de là où il habite où le numérique n'a pas sa place. Qui a décidé, voilà, peut-être de mettre à part, peut-être on approche le sacré, voilà, un lieu, un temps dans votre vie où le numérique n'a pas sa place. Vous avez le droit de lever la main. Donc vous répondez en conscience, hein, je vous mets à l'aise. Moi, je ne lève pas la main, je ne l'ai pas fait. Voilà, Shabbat. Ça va être le thème de ce soir. Enfin, il y a quand même pas mal de gens hein, qui ont décidé. Voilà, alors maintenant, j'ai une deuxième question à vous poser. Qui parmi vous utilise quotidiennement un terminal électronique, PC, Mac, smartphone, qui a plus de 4 ans ? Bon, c'est pas mal, plus de la moitié. Hein, on verra, bien sûr, hein, si on commence à faire, je vous dis tout de suite, je fais de la pub, il n'est pas là, Frédéric Bordage, mais il y a ce petit bouquin sur la sobriété numérique, quelques petits outils. Et la première chose, c'est déjà de faire vivre plus longtemps les outils numériques, avant même de commencer à vouloir faire moins de mails, moins de streaming. Déjà, l'amélioration de la durée de vie, c'est déjà un geste énorme. Donc voilà pour l'introduction. Et maintenant, donc, Déborah va être la première à travailler après vous dans cette soirée. Et elle va rentrer un peu plus en détail sur ce premier volet de la sobriété numérique, les addictions, et peut-être aussi reparler de Safer Internet. Oui, ma structure Tralalaire est opérateur d'Internet sans crainte, plan national de sensibilisation sur les usages numériques des jeunes, qui est mené sous l'égide de la Commission européenne. Et cette soirée s'inscrit un peu en avant-première du 8 février, du Safer Internet Day, journée mondiale pour un Internet sans crainte, pour sensibiliser familles et acteurs éducatifs à des pratiques numériques responsables et positives. Et cette année, le thème sera « Enfants connectés, tous concernés ». Et donc, je vais commencer la soirée ce soir en faisant un petit point sur les usages numériques, en se centrant sur ceux de nos enfants et de nos adolescents, mais on va voir que c'est uniquement un miroir de nos usages et qu'il nous interroge évidemment sur nos propres pratiques. Alors, les parents d'aujourd'hui se retrouvent dans une situation inédite. On est la première génération à devoir éduquer nos enfants dans un monde numérique, souvent sans avoir de règles définies, ni de compréhension complète de l'incidence des algorithmes qu'on sollicite pourtant plusieurs heures par jour. L'objectif, pour moi, de la réflexion de la soirée, c'est effectivement de reprendre le contrôle de nos vies numériques. Et alors d'abord, quelques constats sur la technologie et comment est-ce qu'elle est invasive dans nos vies. Premier réflexe de smartphone quand on s'ennuie 5 minutes. Et depuis presque 2 ans,
Il y a eu le contexte pandémique a eu un effet boule de neige, un effet loupe qui permet de nous alerter sur un certain nombre d'enjeux. On a vu notamment, si on s'intéresse aux enfants, il y a une étude qui a montré que le temps des 10-14 ans avait doublé pour passer à 8 heures par jour, une étude américaine, mais les chiffres français suivent de pas très 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 loin, et chiffres qui semblent persister à la hausse malgré la levée des restrictions sanitaires. Donc le premier enjeu, c'est le temps, un temps passé qui est de moins en moins maîtrisé. Là, on a une consommation qui fait qu'en moyenne, on tend à consulter nos smartphones toutes les 15 minutes. Et d'ailleurs, on est un peu programmé pour. Donc, il y a d'un côté des éléments qui sont liés à nos propres comportements. On parle du FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de ne pas en être. Je ne veux pas passer trop de temps déconnecté qui me ferait risquer de passer à côté. Et de l'autre côté, l'algorithme et la machine va passer son temps à me rappeler son existence avec des sollicitations visuelles, sonores, que sont les notifications qui ont été calculées pour me rappeler à l'ordre si jamais je prenais de la distance de mon smartphone. Le deuxième sujet, au-delà du temps passé, c'est la qualification de ce temps passé. Est-ce qu'on décide, et aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une situation où on fait des choix sur ce que l'on consomme? Alors, les plateformes ont mis en place des dispositifs qui exploitent nos biais cognitifs et cérébraux. Ça s'appelle le design persuasif, qui a changé de nom pour adopter un nom bien plus acceptable, bien plus politiquement correct, qui est le design comportemental. Donc, il s'agit de concevoir des outils qui vont pouvoir influer sur nos comportements de manière inconsciente. Et le Persuasive Lab, c'était effectivement le premier nom de ce qui s'appelle aujourd'hui à l'université de Stanford, le Behavioral Design Lab, où ont étudié de nombreux concepteurs des applications qu'on utilise aujourd'hui, avec une mesure scientifique de ce qui va permettre de nous faire revenir le plus rapidement possible et de rester le plus longtemps possible avec un certain nombre de stimulus pour orienter nos conduites, nos relations sociales, nos émotions, avec une vision très très comportementaliste. Alors, on voit ici qu'un premier enjeu, c'est que l'algorithme, finalement, prend la main sur le libre arbitre, thème cher et prend la main sur mon attention en contrôlant, d'une certaine manière, à mon insu, le temps que je vais y passer, en sachant que le numérique nous a aussi permis, dans ces moments de pandémie, de pallier de manière extraordinaire à nos liens familiaux, au travail. Donc, il y a eu un certain nombre d'effets, mais la question, c'est quel est le choix. Et la troisième tendance constat sur les jeunes, mais qui s'applique également aux adultes, c'est une consommation qui est de plus en plus auto-centrée. Dans un monde numérique qui est totalement ouvert, la fermeture paradoxale des horizons, on est parti d'un numérique qui partait d'une fenêtre sur le monde, un moteur de recherche où on allait chercher des informations, à aujourd'hui une consommation qui part de nos réseaux sociaux, donc d'un petit univers. On parle de bulles informationnelles, de bulles de filtre. On serait enfermés dans des micro-mondes qui vont nous pousser des informations qui ressemblent le plus possible aux informations qu'on a déjà consultées, aux informations que consultent les gens avec qui on a échangé. Donc on a tendance à consulter toujours plus du même. Alors je vais faire un petit exemple de cette centralité qui m'a été soufflé par Sylvie. C'était les inversions mentales de Gérard Berry. Quand avant on se repérait dans l'espace, on ouvrait une carte, on était face à un grand territoire et puis on cherchait à voir où on était situé dans ce territoire. Et aujourd'hui, avec le GPS, on ouvre son GPS, on part de soi, et puis à partir de soi, on va chercher là où on va. Mais donc on est revenu d'une certaine manière au centre du monde. Donc là-dessus, j'ai une petite question je vais me risquer à des croisements tout à fait iconoclastes, mais au XVIe et en particulier dans ce lieu, mais au XVIe et XVIIe siècle, les scientifiques ont subi les foudres les scientifiques qui d'ailleurs étaient parfois et souvent des hommes d'église aussi, subissent les foudres de la hiérarchie cléricale en affirmant que le centre n'est pas la création ni l'homme, mais en défendant la thèse d'un univers infini.
Giordano Bruno, frère dominicain, philosophe napolitain, finira brûlé en 1600 en défendant la théorie de l'héliocentrisme. Il montre la pertinence d'un univers infini. Et finalement, au XXIe siècle, la technologie nous ramène à des représentations idoine qui met chaque individu au centre de l'univers. Donc je m'interroge sur les implications de représentation sociale et spirituelle que ce changement de centre peut représenter dans nos vies numériques. Donc nous sommes donc au centre, à nous d'une certaine manière de déposer du sens et de voir si on peut reprendre le contrôle. La question c'est comment reprendre le contrôle. En disant tout ça, tu risques d'être brûlé par la hiérarchie de Facebook. C'est ton choix. J'en prends le risque. C'est ton choix. Mais je pense qu'effectivement, il y a un enjeu à reprendre d'un côté à l'échelle individuelle et de l'autre à l'échelle collective et sur des plateformes qui ont pris une place tout à fait prédominante dans l'espace public. Donc reprendre contrôle sur le temps. Et là-dessus, ta petite question pied de nez de début de conférence donne le ton. Ça passe par le contrôle de son temps et par le fait de s'autoriser, d'une certaine manière, la déconnexion. Donc là-dessus, pour les enfants, des outils existent. Pour les plus jeunes, le contrôle parental ne sert pas qu'à protéger des contenus dangereux, mais aussi à contrôler son temps et à piloter ses usages. Pour les plus grands et les adultes, on peut décider de temps de déconnexion. Il y a des petites astuces, désactiver ses notifications pour ne pas être stimulé en permanence par l'algorithme. Et puis, simplement, le fait de consulter son temps passé sur le portable et d'abord de décider, de se dire moi, je considère que dans mon temps disponible, j'aimerais consacrer tant de temps à mon smartphone. Et puis le fait de comparer la réalité et les usages est parfois un point de départ assez intéressant. Mais ça passe par le fait de pouvoir décider de temps de déconnexion, d'en renforcer l'acceptabilité. Ça veut dire qu'il y a un temps où je ne suis pas joignable. Alors dans ma famille, on dira qu'il y a beaucoup de temps où je ne suis pas joignable. Mais j'ai effectivement assumé le fait parfois d'avoir des moments où le numérique ne rentre pas. Et alors là, j'aurais une question pour vous, Raïm, qui est tout à l'heure, si le Shabbat n'existe pas, est-ce qu'il faudrait réinventer aujourd'hui effectivement un Shabbat numérique qui permet d'avoir une coupure, une bulle de respiration dans nos vies et qui nous permet de nous sauver d'un tout numérique omniprésent. Le deuxième élément, au-delà du temps, comme je disais, c'est qualifier son temps numérique. Donc les parents se disent tous préoccupés par les usages de leurs enfants. 82% des parents en 2021 sont préoccupés par l'usage que leurs enfants ont du numérique. Mais autre statistique intéressante, 83% reconnaissent ne plus savoir ce que font leurs enfants sur Internet. Donc d'un côté, une préoccupation théorique et de l'autre côté, un lâcher-prise, une ignorance entre la volonté de respecter l'autonomie des enfants, le sentiment d'être démunis face à l'attractivité des écrans, mais aussi souvent le fait de ne pas comprendre et de ne pas connaître les règles sous-jacentes de ces petites machines et de ne pas savoir forcément poser les bonnes questions. Par exemple, tiens, tu prends ton smartphone, tu prends ta tablette, mais pourquoi faire ? Et en fait, la simple question de qualifier, de se dire qu'est-ce que je vais y faire ? Là encore, la question est valable pour nous aussi. Je ne la prends pas seulement par automatisme et je vais consulter mes notifications, mais peut-être le fait de se dire qu'est-ce que j'ai envie de regarder ? La réponse est souvent dans la question. Alors, il existe aussi des outils pour aider concrètement les parents dans ces questionnements-là. Internet sans crainte va lancer dans une semaine avec la Mildeka et avec le ministère de la Famille un dispositif qui s'appelle Faminum, une plateforme gratuite pour donner un certain nombre de conseils, de ressources pour aider les parents à aborder le sujet de manière sereine avec les enfants, en donnant un certain nombre de conseils, à prendre ou à jeter, en se disant qu'il n'y a pas deux familles qui ont les mêmes règles et qui ont le même modèle éducatif, mais qu'il y a un certain nombre de conseils sur lesquels il peut être utile de se dire pourquoi et comment le mettre en œuvre si jamais je souhaite les mettre en œuvre. Et également avec des parcours
pour l'aborder à l'école, parce que je considère qu'une des grandes réponses est dans l'éducation. Mais je pense aussi qu'on a besoin d'un accompagnement à tout âge. Et j'ai envie de dire que nous aussi, à la fois dans notre vie individuelle et puis dans nos vies d'entrepreneurs, puisqu'on est plusieurs entrepreneurs. Alors certains parlent d'une diététique des écrans, c'est le cas de Tisseron. Courbet parle d'une intelligence numérique. En gros, ma conviction est là-dessus des formations professionnelles, tralalaire, éducation. Je crois qu'il faut qu'on s'éduque à l'économie du numérique, à l'économie de l'attention, pour mieux comprendre les règles. J'ai encore eu très récemment, la semaine dernière, quelqu'un qui me disait « mais je ne comprends pas, je crois que je suis sur écoute. J'ai écrit quelque chose sur WhatsApp et puis le lendemain, j'avais dans mon feed Facebook une information qui m'était poussée exactement sur ce sujet-là. » Le fait de comprendre l'incidence du profiling, du clustering, savoir quelles sont les règles derrière la gratuité financée par la data et par l'attention, je pense que c'est devenu une des clés indispensables pour pouvoir reprendre le contrôle. Alors aussi nécessaires soient-elles, ces changements de comportement à l'échelle individuelle ne suffisent probablement pas. Et il y a aussi des éléments qui doivent se faire à l'échelle collective, je pense, du côté des plateformes, du côté des entrepreneurs comme j'en suis, qui fabriquent des algorithmes pour réenchanter d'une certaine manière le numérique, rééveiller la curiosité, pousser les algorithmes pour essayer de reprendre le contrôle. Et là, tout un tas de questions se posent. Comment réouvrir nos horizons ? Comment réactiver la curiosité ? Si on reprend l'exemple de la bulle algorithmique qui va privilégier des contenus, si je suis vulgaire, putaclic, qui vont des contenus sensationnels, qui vont comprendre les codes des ados ou juste de la masse qui consomme et qui vont être donc naturellement poussés et valorisés par l'algorithme, et peut-être qu'on pourrait utiliser l'IA et l'algorithme pour proposer au contraire aux jeunes, dans son feed, un tiers de ces nouvelles et de ces actualités qui seraient poussées et qu'on estimerait nourrissant pour cette tranche d'âge. Mais pour ça voudrait dire que j'accepte de réintroduire quelque part des biais de jugement en considérant que tel contenu est bon et que tel contenu est moins bon. Là aussi, ça peut interroger. Alors certains, comme le Conseil national du numérique, parlent de limiter juridiquement les effets de l'économie de l'attention. Et là-dessus, il peut y avoir effectivement des leviers pour encadrer l'attitude d'acteurs qui omniprésents aujourd'hui. En tout cas, ma conviction, c'est qu'il faut redonner un rôle à l'utilisateur que nous sommes, à la fois pour comprendre, transparence des algorithmes, explicabilité des algorithmes, compréhension de ce qui se passe, et pour agir sur nos interfaces, pouvoir paramétrer nos usages, pouvoir réintroduire du choix dans ce qui va mettre, pas seulement dans le film que je vais choisir après l'élément, pas seulement sur l'information que je vais choisir parmi ce qui m'est proposé, mais de pouvoir choisir ce qui m'est proposé et ce qui m'est poussé. Et aujourd'hui, le fait de choisir chez soi à l'échelle collective se pose de manière encore accentuée par de nouveaux paradigmes, comme le métaverse, qui amplifie encore les questions attentionnelles et les questions de maîtrise du temps. J'accompagne actuellement la conception d'un nouveau métaverse éducatif à venir, le Winkiverse. Et je veux croire que le design du contrôle par l'utilisateur peut nous permettre de repenser des dynamiques où la technologie elle-même, qui ne suffit pas à trouver les bonnes solutions, mais qui permet d'élaborer en tout cas des garde-fous éthiques, des garde-fous éditoriaux qui permettent de penser ces éléments-là. Alors j'en profite pour lancer un appel. On est en train de lancer un appel à comité éthique justement pour penser et pour réfléchir à ce projet, avec le besoin d'avoir des gens qui viennent justement d'univers probablement très variés, entrepreneuriaux, technologiques, mais aussi spirituels et évidemment le monde de la recherche. Il nous s'agit pour nous de monter en compétences pour accompagner ces nouveaux modèles et éviter que ces paradigmes soient uniquement utilitaristes. En gros, ne pas croire que à l'efficacité, même si elle est importante, mais avoir aussi une part de dépassement où on n'est pas maître de tout et on accepte de ne pas être maître de tout en technologie.
Merci Déborah. Bon, tu as déjà résumé pratiquement toute la séance, mais on va quand même revenir un petit peu sur certains points où tu as été un peu vite. Voilà, tu es optimiste, c'est normal. D'ailleurs, j'ai pas dit, je m'aperçois que dans la présentation au début, j'ai même pas présenté Espérance et Algorithme, notre association. Donc nous sommes entrepreneurs, investisseurs, mais aussi philosophes et même théologiens, donc c'est un mélange de genres un peu inhabituel. Et nous cherchons justement, comme tu as essayé de le dire, résolument dans l'espérance. C'est pour ça que Espérance et Algorithme commence par Espérance dans son nom. Nous cherchons comme, disons, des bons gérants de la création, si je me mets dans la posture de la Genèse, effectivement, à prendre notre responsabilité et à changer les choses tant qu'on peut le faire et peut-être dans les limites. Alors, on va revenir sur les limites. On a parlé plusieurs fois du Shabbat. Vous n'avez pas encore pu, monsieur le grand rabbin, donner votre avis. Qu'est-ce que le Lévitique, ce livre qui a été écrit il y a quand même très longtemps, peut nous dire aujourd'hui? Enfin, aussi, déjà, on parle du Shabbat dans la Genèse et peut-être même dans l'Exode. Comment est-ce qu'on peut aller chercher dans cette longue tradition? Moi, je parle à un grand frère dans la foi, comme disait Jean-Paul II. Comment est-ce qu'on peut aller chercher dans cette longue tradition une façon de mettre des limites dans notre usage? D'abord, on parle du Shabbat dans toute la Bible. Et c'est au fond l'apport de la Genèse qui est le plus important, qu'on retrouve dans les 10 commandements. Le Shabbat est défini comme étant, contrairement à ce que beaucoup pensent, si je demande là dans la salle qu'est-ce que c'est le Shabbat, on va me dire c'est le samedi, c'est le jour où on arrête de travailler. Non. Le Shabbat, c'est 6 jours tu travailleras et le 7e tu arrêtes. Donc c'est un continuum de 7 jours dans lequel 6 jours on travaille et à un moment on s'auto-limite. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e, il a arrêté de créer. Et donc, c'est une façon de témoigner. Mais c'est aussi engager cette question essentielle des limites. Des limites au sentiment de toute puissance. Et dans ce principe aujourd'hui qui semble être le moteur du monde, c'est-à-dire de vouloir bâtir un homme ou une femme augmenté, avoir une logique de sobriété numérique, moi j'avais appelé frugalité numérique, mais parce que je trouvais que sobriété, c'est une forme de vie. Frugalité, c'est un effort à faire. Il y a là quelque chose de profondément lié au Shabbat. Et d'ailleurs, j'ai défloré la surprise de tout à l'heure. Parce que je vous compreniez ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Et c'est une façon aussi de répondre au principe du Shabbat. Qu'est-ce que le Shabbat ? Donc, on arrête de créer. Et alors qu'aujourd'hui, je peux aller au bout du monde avec un avion ou une voiture, je peux aller très loin, le Shabbat, je m'interdis d'utiliser ces appendices d'augmentation du moi pour rester ce que je suis. Je ne vais que là où mes pieds me mènent. Je n'utilise pas un téléphone, je parle avec ceux avec qui je peux parler. Je n'utilise pas non plus télévision, je n'utilise pas quelque chose qui est électrique et qui me permet de faire plus que ce que je peux faire. En gros, je reviens à mon humanité, avec sa fragilité, avec ses dépendances les uns aux autres. En fait, une humanité de lien à l'autre. Et j'ai reçu un appel un jour de Marie Balmary, que vous connaissez tous, j'imagine, qui est une femme formidable, grande penseuse. Elle a écrit, moi, un livre qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle « Le sacrifice interdit », en parlant du sacrifice d'Isaac, qui n'a pas eu lieu. Donc elle a bien raison de l'appeler sacrifice ou la ligature d'Isaac. Et elle me demande de l'aider à... Parce que j'ai dû écrire un truc quelque part. Elle me demande à l'aider à réfléchir, à revenir à un dimanche chômé. Et je lui dis que ça ne peut pas marcher. Pourquoi ? Parce que si on dit qu'on ne travaille pas le dimanche, le principe, je l'aime bien. C'est-à-dire, on devient des contemporains. Comme Temporès, on partage le temps tous ensemble et le temps a la même valeur pour tout le monde. Mais dans la réalité, ce n'est pas possible parce que qu'est-ce qu'on fera le dimanche ? On va aller au restaurant. Donc déjà, il y a les personnes qui travaillent dans les restaurants qui travaillent. Bon, on va là pas au restaurant. Alors, on va au cinéma. Il y a les ouvreuses, les ouvreurs, les caissiers, les caissières du cinéma. Donc, il y a bien des gens qui travaillent. On fait comment ? On prend le métro. Donc, il y a déjà les machinistes de la RATP qui travaillent. Genre, une fois, ils vont travailler, alors que d'habitude, ils ne travaillent pas. Ils font une grève ou quoi. Mais là, ils devront travailler. Même chose pour les trains.
On prend l'avion, on va loin. Bon, donc les pilotes et le monde aéroportuaire va travailler. Donc en fait, dire on va faire un jour chômé, c'est pas audible aujourd'hui. Il faut que ce soit une minorité, ce que nous pouvons faire en tant que juifs pour le Shabbat. Jamais nous n'avons voulu que le monde entier s'arrête le jour du Shabbat. Il faut que ceux qui se réfèrent au judaïsme respectent cet interdit de travailler, de créer, mais pas le monde entier. Donc, ce n'est pas possible. En revanche, je lui ai parlé de cette idée, de dire, mais on pourrait pousser à retrouver ce qui était le charme du dimanche d'antan, enfin, tel qu'on le voit un peu dans l'imagerie populaire, une table, avec une famille, des amis qui se rassemblent, et même si vous ne voulez pas une table, un goûter avec des gâteaux, avec du thé, avec tout ce que vous voulez, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Moi, quand j'étais en province, j'étais rabbin de Reims, je puis vous assurer que je tournais beaucoup dans les familles. J'ai rarement assisté à des déjeuners ou des dîners sans la télé en bruit de fond et en image de fond. Il faut imaginer des milieux où on ne peut pas vivre sans le bruit de fond de la télé. Alors des fois, quand la conversation est intéressante, on baisse un peu le son. Mais le fond est là toujours. Au point que les fidèles, les vieilles dames de ma communauté voulaient absolument m'inscrire à Question pour un champion parce qu'elles trouvaient que je répondais toujours aux questions. Je te jure, c'est vrai. Bon, donc, l'idée que j'ai proposée à Marie, c'est, disons, encourageons, lançons un appel pour que chacun trouve une façon de diminuer un tout petit peu, son utilisation de tout ce qui est technologie. Parce que sinon, effectivement, on entre dans un principe de dépendance et pas d'addiction. L'addiction, c'est une chose, la dépendance, c'est autre chose. Et pour ça, je pourrais vous illustrer cela avec ce que j'ai vécu, en fait, parce que c'est ma fille, mais c'est moi qui l'ai vécu. Quand, la semaine dernière, elle est à Dubaï et elle oublie son téléphone dans un taxi. Et là, il y a une course. Il faut localiser le téléphone. Donc avec un iPad, on trouve comment localiser le téléphone. Ensuite, une fois qu'on l'a, on trouve où il est, on trouve machin, on appelle, on fait... Bon, c'est Dubaï et c'est pas à Paris. Et on l'a retrouvé. Mais donc pour elle, c'était brusquement une inquiétude incroyable sur cet outil. Alors d'accord, elle était loin, mais elle avait une copine qui avait son téléphone, donc c'était pas... Mais c'est impensable aujourd'hui, il y a une forme d'insécurité. Et d'ailleurs, oserais-je vous dire, tous deux, que vous avez mis votre doudou sur la table. C'est comme un petit doudou. Non, mais il n'y a pas de mal, tu as le droit d'avoir ton doudou. Mais quand moi je dis, et là je reviens, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est un peu facile, mes chers amis. Mais bon, à toi aussi, c'est un peu facile. De dire, on va s'intéresser à l'utilisation de nos enfants. Bon. Dans le général d'Ourakin, la comtesse de Ségur raconte quelque chose de merveilleux. Le général, qui est un peu dictateur sur les bords, le général entre, et puis il y a un gamin qui crie « Le général est un dictateur ». Et la maman défaite dit au général d'Ourakin « Général, ne prêtez pas attention à cet enfant, ce n'est qu'un perroquet ». Et il lui répond « Je sais, les perroquets répètent ce qu'ils entendent ». Donc en fait, tu parles des enfants, mais c'est ce que nous faisons. Quand on dit à nos enfants « Je ne veux pas avoir de téléphone sur la table », nous ne sommes crédibles que si nous ne l'avons pas sur la table. Que si nous ne levons pas de table pour répondre à un téléphone. Je ne dis pas que je ne le fais pas. Je dis que la façon d'externaliser la question sur la génération d'après est en réalité une façon de nous intéresser à ce que nous faisons, nous. Et nous ne sommes pas crédibles à rejeter que ça. Et d'ailleurs, qui équipe les enfants de téléphone ? C'est nous. Alors bien sûr, je connais tous les arguments. J'ai vécu à la maison ce genre de questionnement. Oui, il ne faut pas le rendre asocial, tous les élèves de sa classe l'ont. Alors on peut prendre un téléphone tout simple. Mais non, tu ne penses pas, ils échangent que avec des vidéos, ils ne se parlent plus maintenant, ils sont que avec les réseaux sociaux, etc. Donc on voit bien qu'il y a un moment, quelque chose qui est un accord entre les parents et les enfants. Et le Talmud raconte quelque chose que je trouve très fort. Et c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, en me moquant de ton micro, là. C'est que le Talmud dit que Rabbi Eliezer, un rabbin, envoie Tobi, son serviteur, au marché en lui disant « Va me chercher la meilleure des choses au marché ». Il lui ramène une langue. Ensuite, le lendemain, il lui dit « Va me chercher la pire des choses ». Et évidemment, il lui ramène une langue. Même chose avec Ésope.
Enfin, je trouve mieux pour moi de citer le Talmud, ça fait corporate, c'est bien. Mais ce que veut dire le Talmud là, c'est que la langue, ça peut être la meilleure et la pire des choses. Et donc, cet asservissement numérique est la pire des choses, mais il ne faut pas oublier les améliorations de la vie au quotidien incroyables qu'apportent ces téléphones qui remplacent le GPS, qui remplacent tant et tant de choses. Combien de fois, qui ici peut dire, moi aussi je peux faire des exemples et des essais, qui ici peut dire que perdu au bout du monde, il n'a pas pu, grâce à un téléphone, envoyer un mail, faire un truc hyper urgent qui était essentiel pour lui? Qui peut le dire? À part celui qui n'a jamais eu de téléphone, je ne vois pas qui peut le dire. Parce que on a... Le jour du Shabbat. Non, le Shabbat, c'est autre chose. Je vais vous raconter ce que j'ai vu le Shabbat à New York. Non, à Washington. J'étais à Washington, c'était en 1980. C'était Clinton qui était président. Et je suis chez mon ami, qui est dans les années 94, quelque chose comme ça, 15. Et mon ami est à son cabinet. Et Harry Weiss, qui est le directeur de cabinet du Speaker of the House, qui s'appelait Tip O'Neill, m'invite avec des amis. Nous sommes à Georgetown, chez eux, c'est Shabbat. Le téléphone sonne. Et c'est un répondeur comme avant il y avait. Donc on entend le répondeur et on entend la voix. Ah, it's Bill. Je me dis, il va foncer, décrocher. Pas du tout. Il lui dit, c'est pas urgent, mais je sais que c'est Shabbat, mais appelle-moi après Shabbat. Je trouve formidable. En gros, s'il n'avait pas ce respect du Shabbat, ben, on répond au stimuli. Maintenant, moi, j'ai horreur dans la vie de me faire siffler et de répondre tout de suite. Plus on me dit viens ici, moi je viens. Donc moi, par exemple, alors c'est ma frugalité à moi. Mon téléphone est en silencieux toujours. Il n'y a aucun bip machin, ni qui me rappelle-toi de moi. Il n'y a aucun avertissement sonore, rien. Et je regarde de temps en temps, je ne dis pas que je ne regarde pas, mais je dis je refuse d'être asservi à mon téléphone, c'est-à-dire dépendant complètement de mon téléphone. Alors chacun a ses petites victoires. Et je crois que le rapport personnel que chacun a avec sa machine, ça peut être un iPad, ça peut être un ordinateur, ça peut être ce qu'on veut, ce sont des petites victoires. Et c'est la question que tu as raison de soulever du libre arbitre. En fait, je vais vous raconter une histoire qui est au cœur du questionnement sur le libre arbitre. Il y a un grand mystère dans la Genèse, non, dans l'Exode, quand les Hébreux sortent d'Égypte, c'est que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. C'est quand même inadmissible. Comment condamner le bonhomme si c'est Dieu qui lui endurcit le cœur? C'est injuste. Voilà ce que disait mon maître, et j'adore cette interprétation. Il dit, devant les horreurs que subissaient les Hébreux, même l'âme la plus noire va avoir un élan de tendresse. Et donc, devant ce que subissaient les Hébreux, c'est normal que même le pharaon qui organise cet asservissement ait un élan de compassion. Que fait Dieu? Il endurcit son cœur pour le remettre à un état nominal. Et maintenant qu'on a un état nominal, alors il peut librement décider s'il veut libérer les Hébreux ou continuer à les asservir, sans être victime de sa compassion, même celle d'un bourreau, sa compassion qui pourrait déformer la réalité de son choix. Et je pense que la question du libre arbitre sur ces machines, c'est exactement cela. Il faut qu'on soit capable parfois d'endurcir notre cœur, c'est-à-dire de prendre des règles très précises de fonctionnement. Alors les miennes, tu as raison, elles sont religieuses. Le samedi, il n'y a pas de téléphone. Donc on veut me joindre, on ne veut pas me joindre, il n'y a pas. Tu veux me joindre, tu sais ce que tu fais? Tu viens à la maison. Non mais c'est ça. Pas d'écran. Pas d'écran, pas de télé. Zéro numérique. Non, zéro. Zéro. J'ai cherché un peu pour préparer ce soir. Ouais. Je suis allé sur des sites de juifs américains et j'ai vu une discussion assez intéressante sur est-ce que le Shabbat, je vais me servir d'une liseuse pour étudier la Torah, mais qui va être déconnectée. Alors, tu deviens là, tu commences à faire du Talmud. On commence comme ça, Voilà. On finit avec des papillotes. Si on est dans l'étude et qu'on est dans... Parce qu'il y a un grand débat, en fait, sur la licité ou pas du courant basse tension, qui n'est pas un... Parce que pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser le courant, tout ce qui est électrique? Parce que c'est un dérivé du feu. Mais est-ce que dans ton iPhone, il y a vraiment, comme dans un circuit électrique, une étincelle quand on ferme le circuit?
la règle, c'est on n'utilise pas. Donc nous, notre conviction, c'est non. Et je vais vous dire mieux, ce même débat a eu lieu pendant le confinement, au moment de Pâques. Pâques, on l'a vécu confiné. Ça veut dire le fameux repas pascal en famille, on a dit non. Et il fallait protéger les personnes âgées. C'était au début, on était à 1 mois après le début du confinement. C'était très dur, moins d'1 mois. Et donc, il y a eu un débat avec certains rabbins en Israël qui ont dit on a le droit d'utiliser Zoom pour faire le repas pascal en liaison avec sa famille. Voilà. Mais le rabbin français, votre serviteur, nous avons interdit. Parce que va dire oui une année et dire non l'an prochain. Bon, bien sûr, l'an prochain à Jérusalem, mais va dire non. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire ce n'est jamais avec une sorte de béquille informatique ou numérique qu'on répare le manque. C'est qu'avec la présence physique, avec un lien. Maintenant, dans la semaine, quand c'est pas la fête, il y a eu des cours par Zoom, tout ce que tu veux. Mais le Shabbat, on n'utilise pas une liseuse numérique, y compris pour étudier la Torah. Et finalement, Marc-Olivier Fogiel m'a dit quelque chose un jour qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, tu sais, quand il n'y aura plus un seul livre en papier, ce sont les Juifs qui sauveront le livre papier, parce que le samedi, vous ne pourrez pas utiliser d'autres livres que ceux-ci. Il n'a pas tort. Parce qu'on ne peut pas utiliser un livre numérique, on est obligé d'utiliser un bon livre en papier. Donc, l'idée du libre arbitre est là. Et ça me permet de revenir sur ce que tu disais sur la... Parce que ça se discute. Tu estimais, c'est une très belle image, qu'au fond, avec nos smartphones, on est revenu à être le centre du monde, puisque le GPS interne nous met nous au centre. Mais que dit l'autre le Talmud quand il dit « Bishvili nivra haolam » ? Chacun doit penser que pour moi, le monde a été créé. Non pas pour se dire que je peux utiliser le monde comme je veux, mais que le monde attend quelque chose de moi. Et que je ne peux pas considérer que ce sont les autres qui doivent faire les efforts premiers, mais c'est bien de moi que part le début du changement du monde. Si je change quelque chose chez moi, alors je suis légitime à demander un changement aux autres, par proximité, par vicinalité. Et ensuite, je peux changer le bout du monde. Mais c'est bien l'épicentre de ma capacité à transformer quelque chose, c'est bien moi. Alors que la nature humaine consiste toujours à dire c'est toi qui dois changer quelque chose, parce que moi je suis parfait. Puisque par nature, j'estime que ce que je fais, c'est le top du top. Alors, Shabbat numérique, oui. Parce que on va laisser Marie-Balmarie vous l'expliquer tout à l'heure. Je propose que ce soit le dimanche, c'est-à-dire un temps partagé commun où on retrouve quelque chose de la norme de l'humanité. Mais ne pas rester en dehors. Voilà pourquoi je vous dis attention à ne pas jeter le numérique comme étant un outil du diable. Il faut comprendre ce que vivent les jeunes. Par exemple, mon fils, j'imagine les enfants, alors tu vois, moi j'arrive aussi aux enfants. Mon fils s'est mis à faire un doctorat. Enfin, il a 16 ans maintenant, mais il avait 14 ans, 15 ans. Vu le nombre d'heures qu'il a passé dessus, il a dû faire un doctorat, voire même un post-doctorat de Fortnite. Il était imbattable sur Fortnite et ça me gavait profondément parce que je ne comprenais pas ce qu'il disait, ce qu'il faisait. Je n'ai rien dit. Je suis allé un jour, j'étais dans le train, je ne sais pas quoi, et je vais à un relais H et j'achète un livre sur Fortnite. Et je bosse comme je bosse, moi, tout. Même les petits caractères, tout. Tac, 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 tac. Et je peux vous dire, ma petite victoire, quand je lui dis, dis-moi, comment c'était le concert de Trevor, c'était Travis, un truc comme ça, oui, Travis, sur Fortnite. Alors mon fils me regarde avec des yeux incroyables, et je parle sa langue. C'est-à-dire qu'en gros, je lui demande s'il a looté, s'il fait le Bambi, et s'il a une scarf violette. Vous voyez, vous avez compris tout ? Bah, lui, il a compris en tout cas, c'est le principal. Et en fait, moi, je me suis dit, c'est aussi à moi de faire l'effort à comprendre pourquoi il est en réseau avec ses copains, quel temps il passe là-dessus, que finalement, il est quand même avec eux. C'est moins grave que ce qu'on faisait nous, parce que ce qu'on faisait nous, c'était forcément bien, mais je crois que c'était plus malin quand on était sur une machine en faisant tan, 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 tan. Vous voyez ? Bon, vous avez tous fait ça, non ? Bon, qu'est-ce qu'on faisait ? Qu'est-ce qu'on gagnait ? Avec qui on était ? Avec nous, et c'est tout. Au moins, ils sont en réseau. Donc, il y a quelque chose aussi de la nécessité de se socialiser avec le numérique qui peut servir aussi cela. Ce que tu disais, là pour moi c'était quelque chose d'essentiel que j'avais noté au départ, c'est essentiel. Où c'est marqué dans la Torah qu'il faut absolument avoir l'iPhone 13 machin, prime, plus pro. Tu vois ? Bon, mon iPhone 7, il marche très bien.
Et peut-être que c'est un 8 là maintenant, parce que je crois que j'avais saturé, enfin je sais pas quoi. En fait, on doit faire l'effort de ne pas céder à un automatisme. Oui, en fait, l'obsolescence, non pas de la machine, mais du regard que les autres peuvent avoir sur nous en fonction de la machine qu'on a. Et je trouve étrange. Si j'avais là une montre très ancienne, ou une voiture, j'ai une DB5 égarée devant, ok ? Tu vois ce que c'est ? Imagine, vous direz tous, formidable, il a une DB5 garée devant. J'en rêve, si quelqu'un a, je veux dire. Oui, là, si j'avais une, je sais pas moi, puisqu'on est dans les voitures, une Paul Newman au bras. Vous direz, formidable, il a un vieux truc. Maintenant, si je prends le N80 Nokia que j'avais en 2005, vous vous foutrez de moi. Vous direz, mais quel tocard. Pourquoi c'est pas la même chose ? En gros, moi, je trouve qu'il faut répondre, et je voudrais conclure là-dessus, à cette idée. Je crois qu'il faut utiliser le numérique comme nous sommes, si on veut des appareils anciens, si on veut des appareils plus simples, qui réduisent les possibilités, qui nous laissent libres, comme nous sommes, et non pas être utilisés, dans ce que tu décrivais très, très joliment, par ces algorithmes qui nous poussent d'abord à être qu'avec les mêmes que nous, à avoir le sentiment d'une vie fermée où j'ai plus d'autres choix à faire que le choix qui m'est proposé. Et donc en fait, ce que j'appelle moi la frugalité numérique, c'est une façon de retrouver le goût des choses, parce que quand on mange à satiété, on n'a plus le goût des choses. Et le goût du numérique, c'est aussi cette découverte et ne pas être absolument asservi dans une dépendance à la machine. Merci beaucoup. Je ne vais pas reprendre ce que... Je me permets de citer le pape François Laudato Si. Il y a énormément de choses qui sont communes sur le concept de sobriété heureuse et effectivement de reprendre par le choix la possibilité d'interagir de personne à personne dans les véritables sensations. Et regarde, page 52 de Laudato Si. Alors, est-ce que c'est cette édition? La version de MAM. Regarde sur l'interprétation du verset. Voici, je vous donne la terre pour la travailler et la conserver. Et il est dedans, dans une logique qui explique... Je vais te le trouver. Peut-être que c'est décalé. Moi, c'était la version de MAM. C'est pas celle-là. Ah si, MAM. Donc c'est là. Je ne cherche pas, je vais te le trouver. C'est incroyable comment il revient à l'interprétation rabbinique de « voici, je vous donne la terre pour la travailler et la conserver », ce qui est la définition du développement durable, c'est-à-dire il faut travailler la terre, donc produire, y compris les terres rares, produire. Mais la limite, c'est de la conserver. Alors, on a néanmoins à faire, si je peux me permettre, au-delà des objets numériques, on a quand même à faire avec l'économie de l'attention dont a parlé Déborah tout à l'heure, à des mécanismes qui sont quand même extrêmement puissants et qui sont tout de même... vous avez un certain nombre ont vu le film Social Dilemma. Il y a tout de même dans la Silicon Valley un certain nombre de business models qui se sont créés depuis longtemps maintenant, dans lequel il y a une incitation forte à organiser la captation de l'attention et même dans les espaces en dehors du Shabbat où j'ouvre effectivement mes ordinateurs à tomber finalement dans des... Alors, je voudrais faire parler Éric Hazan, notamment peut-être sur ce qui commence à être une actualité. Mark Zuckerberg a été en Europe, il y a eu des auditions au Congrès, il y a quand même depuis maintenant un certain temps des tendances autour de peut-être, je ne sais pas, l'économie de l'attention. Est-ce que vous voyez, dans le monde maintenant corporate business, est-ce que vous voyez des évolutions par rapport, on va dire, aux 30 glorieuses de l'économie de l'attention, modèle publicitaire, algorithme de recommandation? On commence à parler maintenant au niveau corporate sur des initiatives économiques pour reprendre le contrôle? Merci beaucoup. C'est assez difficile de parler après Déborah et après Monsieur le Grand Rabbin. Mais je vais essayer de rester dans mon domaine parce que je ne suis pas vraiment très compétent ni sur les questions philosophiques ni sur les questions spirituelles. Mais finalement, à la fois dans le travail qu'on fait avec McKinsey autour de la transformation technologique des entreprises et puis aussi au McKinsey Global Institute sur
la prévision économique d'un certain nombre de marchés, on peut peut-être tirer quelques lignes d'horizon et en discuter. Alors, d'abord, je commencerai par une conviction fondamentale et je pense qu'elle est assez affine avec ce qui a été dit. Je pense que la technologie n'est intrinsèquement ni bénéfique ni néfaste. C'est-à-dire que la technologie, ça n'a pas de sens, c'est un outil. Un outil. Je peux l'utiliser pour en parler, pour vous le balancer, je ne vais pas le faire. Mais le nucléaire, par exemple, pour prendre un exemple plus pratique, on voit bien qu'il y a des externalités positives et négatives. Et j'entendais beaucoup parler de décision, et donc c'est bien entre nos mains que se situe la décision. Et donc, c'est pas, la technologie n'a pas de valeur de nuisance par nature, mais bien par destination. C'est peut-être d'ailleurs ce qui est un peu dans la question que vous posez, Étienne. Donc c'est à nous de déposer du sens, c'est à nous de la regarder ni avec fascination, ni avec défiance, mais avec infiniment de lucidité, j'espère. Donc en matière d'éthique, je pense qu'il faut analyser tous les effets de la technologie et donc potentialiser ses indéniables apports, mais aussi regarder ses externalités négatives. Donc évidemment, dans ce que vous citez, il y a quelques externalités négatives. D'ailleurs, j'ai cru en entendre un certain nombre ce soir. Mais je pense que je retiens deux implications et puis ensuite je donnerai peut-être quelques exemples. Je pense qu'on ne doit pas ménager nos efforts d'analyse, d'anticipation des impacts des technologies, mais également en matière économique et sociétale. Et puis, on doit espérer des engagements des acteurs de la tech, c'est un peu ce à quoi vous faites référence, dès lors qu'ils font l'objet d'un suivi rigoureux, des engagements, des cadres réglementaires sans doute, et peut-être une forme d'autorégulation. Alors il y a un début d'autorégulation qui se met en place à partir de la France, par exemple, puisque vous savez que la présidence de la République a lancé l'appel de Christchurch, qui est né de la volonté conjointe du gouvernement néo-zélandais et français de finalement réguler tout ce qui se passe autour des fake news, etc. Et puis il y a un appel qui est le Manifest Tech for Good, qui a été lancé à l'initiative de l'Élysée, qui a été quand même signé par 80 acteurs de la technologie, dont Alphabet, Google, dont Amazon, dont Microsoft, dont Uber, dont Orange, c'est plus facile, et un certain nombre de licornes de start-up qui disent finalement on s'engage dans un usage plus maîtrisé, mieux maîtrisé de la technologie. Et donc c'est un début d'autorégulation. Je ne suis pas sûr que ça suffise peut-être à faire en sorte que la technologie n'asservisse pas complètement l'humain, mais enfin il y a quand même des initiatives qui sont en cours et qui sont positives. Le fait que des gens comme Google ou Amazon, Microsoft signent ce type d'appel, je trouve que c'est assez intéressant. Alors ensuite, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'externalités négatives à la technologie, bien au contraire. On parlera de l'énergie tout à l'heure. On a parlé des fake news, on a parlé de la gestion de la vie privée. Je voudrais revenir néanmoins sur ce que peut faire la technologie au service de la société. Parce que finalement, je cite peut-être un livre de Daron Acemoglu, qui est un des profs MIT assez connu, qui est candidat au prix Nobel, qui s'appelle Redesigning AI en français, que je vous conseille, qui parle beaucoup de l'IA et qui dit finalement la façon dont on utilise l'IA aujourd'hui, il y a un fort risque d'augmentation très forte des inégalités, par exemple sociales, et d'externalités négatives, mais on peut l'utiliser mieux. Et il se trouve que nous, alors je parle un peu pour ma crèmerie, mais nous, chez McKinsey, on a écrit un rapport qui s'appelle Tech for Good, il y a à peu près 2 ans. Et dans ce rapport, on essayait de comprendre dans quel scénario macroéconomique, pardon de parler d'économie, on pouvait finalement avoir un impact positif de la technologie à la fois sur l'économie et la société. On avait travaillé un peu avec un économiste du nom de Nordos qui a beaucoup travaillé sur une nouvelle forme de calcul du PIB en incluant finalement l'allongement de la vie et tout un tas d'effets positifs. Et donc, quand on regarde ça, on se dit il y a 2 façons d'utiliser la technologie et il y a 2 façons de répondre à la révolution numérique. Parce que si on fait rien, il se passe quand même quelques trucs. Donc, je pense que ça ne vous a pas échappé. Donc, finalement, on peut utiliser la technologie soit pour faire des réductions de coûts et pour remplacer des emplois, soit on peut l'utiliser pour améliorer le travail.
On peut l'améliorer tout en le transformant. Je parlerai tout à l'heure de l'impact de la technologie sur le travail, si vous voulez. Évidemment qu'il y a de l'automatisation, mais il y a aussi des créations nettes d'emplois. Et ces créations nettes d'emplois, le seul problème, c'est pas qu'il n'y a pas d'emplois, c'est que c'est pas les mêmes que ceux qu'on détruit. Mais bon, si on ferme cette parenthèse-là, donc soit on utilise pour réduire les coûts, soit on utilise pour augmenter la qualité du travail et créer des emplois. Soit on ne répond pas, deuxième axe, soit on ne répond pas à la révolution numérique, soit on y répond de manière proactive. Eh bien, il y a un scénario macroéconomique qui maximise la croissance économique et qui maximise l'indice de Nordos, qui est cette espèce de PIB+, qui intègre plein de composantes sociétales, qu'ils appellent le welfare. Eh bien, ce scénario macroéconomique, ça ne va pas vous étonner, c'est quand on met la technologie au service de l'humain et c'est quand on anticipe. Si on n'anticipe pas, et si on l'utilise uniquement pour réduire les coûts et pour réduire les emplois, eh ben, en fait, on a beaucoup moins de croissance, c'est-à-dire en fait, on n'a pas de croissance. Donc voilà. Donc il y a une voie économique, pas seulement une voie spirituelle, philosophique, mais même une voie qui permet d'avoir, pardon de parler de manière prosaïque, le beurre et l'argent du beurre. Et ça, c'est une voie économique rationnelle. Voilà. Si je peux me permettre de revenir quand même sur... vous connaissez sans doute Tristan Harris, un ancien qui a monté sa start-up, qui a vendu à Google, qui ensuite a commencé à lancer une prise de conscience sur un certain nombre de mécanismes de captation de l'économie de l'attention. Et derrière, des choses comme le fait que les contenus sur YouTube n'aient jamais de fin, le fait que vous puissiez à l'infini, finalement, suivre des suggestions et vous laisser capter. Et donc la question quand même qu'il y a derrière, si on part du point de vue que effectivement, il devient asservissant que de ne plus avoir son libre arbitre pour choisir combien de temps je passe sur YouTube et d'une certaine manière pour choisir peut-être pas le contenu exact, mais en tout cas le genre de contenu qu'on va me recommander. Si je veux faire ça, alors il y a un peu deux voies dont parle Tristan Harris. Soit il y a un changement de business model, parce que derrière, c'est quand même le business model publicitaire. Si YouTube est financé majoritairement par la publicité, alors l'âme économique de base va faire qu'effectivement, quoi qu'on en dise, on va chercher toujours à continuer. Alors, il y a cette question-là. Est-ce qu'il y a une possibilité, je ne sais pas si McKinsey a travaillé là-dessus, d'un renversement en partie du modèle d'Internet, ou en tout cas de modèle de certains contenus sur Internet hors de la publicité, et l'autre voie, ça serait plutôt une loi française ou européenne qui dirait je vais mettre des lois, je vais interdire d'avoir une notification systématique, je vais imposer par défaut à Android et aux autres de couper au bout d'un certain temps les contenus. Voilà, il pourrait y avoir une voie réglementaire. Voilà, donc est-ce que qu'est-ce que vous en pensez entre ces alternatives un peu économiques autour des plateformes? Alors, c'est une question assez difficile. Je voudrais d'abord verser une larme et montrer de l'empathie vis-à-vis des régulateurs. 2 minutes. Parce que franchement, la technologie et son évolution aujourd'hui est tellement compliquée que réguler sans tuer l'emploi, sans tuer la créativité, sans tuer l'innovation, c'est quand même vachement difficile. Donc, mais néanmoins, je parlais d'autorégulation tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit la seule solution, mais néanmoins, il y a sans doute pas mal de choses à faire. Et là, je vais faire une demi-réponse et je suis désolé, je n'ai pas de réponse sur les business models, même si vous vous rappelez sans doute que la presse était gratuite online il y a une dizaine d'années et qu'aujourd'hui, le modèle économique de la presse est partiellement payant. Nous, on avait à l'époque travaillé pour un grand journal, je donne juste une anecdote, un grand journal américain qui avait très peur de perdre ses revenus publicitaires en mettant en place un modèle payant. Eh ben, ils ont trouvé une voie pour garder les revenus publicitaires et mettre en place le modèle payant. Je ne dis pas que là, on est dans le mercantile dans les deux cas. Je pense qu'il y a une voie aussi. Voilà. Et ensuite, ce que vous posez comme question, juste un petit détour. L'intelligence artificielle aujourd'hui, on parle un peu de numérique en général, mais l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous voyez, il y a 2 zones géographiques qui concentrent 90% des investissements, c'est les États-Unis et la Chine, en gros, un peu l'Asie, mais globalement la Chine. Et l'Europe, c'est à peu près 10% des investissements mondiaux. Donc, vous voyez, il y a constitution, on est en train pas se lamenter, mais de se plaindre un petit peu parce qu'il y a constitution de monopoles importants d'un point de vue économique, d'un point de vue technologique. Mais à un moment, la réflexion ne se fait pas seulement du point de vue
philosophique, même si je pense que c'est très important, et spirituel, très important, mais elle se fait aussi dans une analyse des enjeux de pouvoir et des enjeux géopolitiques du point de vue technologique, et de la souveraineté technologique est une vraie question. Donc c'est autour de ça que ça se joue aussi. Non, je reviens à une réponse qui n'est pas une réponse McKinsey. Moi, je me rappelle un peu de mes cours de philosophie quand j'étais petit. Platon parlait beaucoup de tempérance. Apparemment, la tempérance, c'était la condition pour avoir la justice, la sagesse, etc. Et finalement, c'était le seul moyen de lutter contre l'hubris, qui était la démesure. On est sans doute un peu dans la société de la démesure. Donc la tempérance, dont j'ai beaucoup entendu parler là, probablement un sujet. Est-ce que la régulation peut aider à la tempérance ? Sûrement, mais je n'ai pas forcément la solution. Mais sinon, on hésite entre deux voies. Hein. On a d'un côté Fahrenheit 451, hein, le métaverse, c'est ça. Hein. Vous avez le métaverse autour de vous, et puis vous passez votre temps à regarder ça, et puis les pompiers brûlent les livres. Et de l'autre côté, vous avez Ravage, écrit par un auteur qui n'était pas tellement philosémite, et qui est un peu le retour à l'âge de pierre. Donc je pense qu'il faut essayer de trouver une voie moyenne entre tout ça, pardon, de state the obvious, comme on dit en anglais. Déborah. Oui, peut-être juste un mot. Alors d'abord, une réaction à ce que tu évoquais comme l'infinite scroll, une petite anecdote qui est que Hazar Haskin, qui était l'inventeur de ce dispositif issu du Persuasive Lab, donc directement issu d'une mécanique étudiée qui permet... Il a étudié après être sorti de l'industrie et avoir créé un centre d'études. Il estime à 200 000 vies par jour le temps perdu grâce à cette invention technologique. Et une de mes voies d'espoir peut être de passer d'un design persuasif à un design de la responsabilité. Et si on regarde d'autres champs de la conception et de la production numérique, on est passé d'une phase où on faisait des sites et où s'est posé après la question de l'accessibilité et de comment on fait pour payer spécifiquement les adaptations à chaque catégorie de population. Et aujourd'hui est en vogue dans l'industrie la notion d'inclusive design, de design qui permet d'inclure le nombre optimum d'utilisateurs dès le début et qui permet d'aligner un intérêt économique à toucher le plus d'utilisateurs possible en pensant dès la conception ces mécaniques. De la même manière, pour la notion de data, qui ressemble assez aux problématiques de l'attention, on est passé d'une protection a posteriori de la data à une notion de data intégrée au processus de design, privacy by design, qui permet d'inclure dès la conception des solutions technologiques qui vont permettre de répondre aux impératifs. Peut-être que sur ces questions-là aussi, il va falloir qu'on promeuve au niveau des espaces de création technologique et de fournisseurs de solutions, des solutions qui soient respectueuses dans leur design, de leurs conditions. Au niveau de consommateurs, faire pression, faire en sorte que dans nos choix, on invite à pousser ces solutions-là. Et peut-être aussi qu'un des axes vient aussi de l'investissement. Il y a quelques investisseurs que je vois dans la salle. La notion d'un investissement qui passe, d'un investissement basé à 100% sur la rentabilité, à une tendance forte qui existe aujourd'hui à l'échelle mondiale, qui est d'investir en prenant en compte la notion d'impact sociétal. Là-dessus, peut-être que l'un des indicateurs d'investissement dans la technologie peut être cette notion de responsabilité. Et je crois profondément que l'une des solutions, c'est non pas de chercher à revenir en arrière, ni sur la croissance, ni sur la technologie, mais de chercher à aligner les intérêts économiques, les intérêts technologiques et l'intérêt profond des utilisateurs. Juste un mot là-dessus, si vous voulez, Étienne. Parce que pour souscrire à ce qui vient d'être dit, nous, on avait créé, et c'est assez actif chez nous, une approche chez McKinsey qu'on a appelée TSR, Technology Social Responsibility, en fait avec responsabilité sociale et technologique sur le modèle de la RSE, en disant aux entreprises, quand vous faites une transformation numérique, donc là on est plus dans le micro et pas dans le macro, en fait il faut intégrer la dimension inclusive de la technologie le premier jour. Et sinon, votre transformation numérique sera ratée, etc. Voilà. Je comprends le principe, hein, mais la réalité c'est que on est dans l'oubli de plus en plus de l'appareil pour l'intégrer à nous, à notre corps.
Regardez les gens qui parlent, ils n'ont plus de téléphone, ils ont une oreillette dans l'oreille, ils vous parlent en permanence. Alors que quand vous avez un appareil, à la limite, vous pouvez l'éloigner. Mais quand vous avez l'oreillette, je sais combien de fois ça arrive, vous parlez à quelqu'un et en fait, vous vous rendez compte qu'il ne vous parle pas. Il parle à son oreillette. Mieux ou pire, ce que j'ai toujours refusé pour l'instant, c'est les montres connectées. Donc là, on n'est même plus... Moi, je peux le mettre en silencieux, je le mets à distance d'une certaine manière. Mais là, c'est dur de ne pas regarder quand on a ça bip, on a un truc, ça s'allume. Je vois, la synagogue, le matin, on a un enjeu majeur, par exemple, de l'heure du lever du soleil pour mettre les tefilines. En ce moment, c'est 7h14. Mais je m'amuse, on débute l'office et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « C'est bon !» C'est bon quoi ? Oui, c'est bon. Il a eu un message sur sa montre qui lui dit « Tu peux mettre les tefilines !» Et je lui dis « Mais heureusement qu'on ne met pas les tefilines le Shabbat parce que tu ne pourrais pas avoir ce message le samedi. » Mais c'est rigolo. Ça veut dire donc que je vois bien ton idée. En revanche, ce n'est pas le chemin que ça prend. Les téléphones, il n'y en aura plus à un moment. Ce seront des lunettes avec de la réalité virtuelle autour et tu pourras l'imiter ou pas. Et donc, tu seras complètement dans un environnement sans outils. C'est beaucoup plus dur à mettre à distance. Or, le système, regarde par exemple les voitures, le schéma d'avancée des voitures, c'est de diminuer, alors prenons les mots qu'on emploie tout à l'heure, toi et moi, de diminuer le libre arbitre du conducteur. On aimait conduire, Maintenant, on a une ceinture obligatoire. Tu n'as pas connu ça, toi, mais il n'y avait pas de ceinture obligatoire. C'est vrai, tu n'as pas connu, trop petite. Mais il n'y avait pas de ceinture obligatoire. On n'a plus de vitesse, on n'a que des machins automatiques. On n'a plus... je sais pas, moi, quand je reprends ma vieille voiture de 1988, j'ai une petite mini-mille mignonne, j'aime bien de temps en temps, et ben, c'est pas les mêmes sensations. Donc, il y a une sensation de liberté. Et maintenant, on te dit, on s'en fout de ta liberté. On va conduire à ta place parce qu'on conduit mieux. L'intelligence artificielle conduit mieux. Tu prends une voiture aujourd'hui, j'ai vu ça aujourd'hui, prends un volant, si tu mets pas le clignotant et que tu changes de fil, ton volant te dit non. Il y a un truc comme ça, parce qu'il y a un système de suivi des lignes blanches. Donc en fait, il n'y a pas de raison que les communications, les téléphones, les ordinateurs n'aillent pas sur la même voie de désautonomisation. Ce contre quoi on lutte là. Et moi je me dis, il y a deux façons de faire, soit être capable de mettre tout le temps à distance, soit au moins un jour, mon plan du Shabbat. Et quand tu me disais ce qu'il n'y avait pas, s'il n'y avait pas, j'aurais inventé le Shabbat. Et même si je lâche tout, dans le judaïsme, imaginons, ça peut arriver, hein. J'ai le droit, comme tout le monde. Le Shabbat, je garde. Et le kasher, j'aurais du mal à manger des huîtres, franchement. Mais disons, le Shabbat, je garde. Pourquoi ? Parce que c'est formidable. Si on arrive à ne pas être addict 24 heures, c'est qu'au fond, on peut se désengager quand on le veut. Donc, il y a soit la distance permanente, très compliquée, de ne pas utiliser tout le potentiel, soit un moment par semaine, par jour, comme on veut, être capable de mettre à distance. Et si on peut mettre à distance, on peut mettre à distance toujours.